« S'il vous plaît, monsieur, ne nous faites pas partir d'ici. » La voix enfantine brisa le silence de l'endroit avec un mélange de peur et de supplication qui se ficha dans la poitrine de Branco Gutiérrez comme un couteau invisible. Il s'arrêta net devant la vieille maison en bois, tenant encore les clés du véhicule, sans comprendre tout à fait pourquoi ces mots l'avaient complètement désarmé. Branco n'était pas venu dans ce coin oublié de la montagne par curiosité ni par une nostalgie superficielle. Il était revenu pour clore un cycle, pour détruire, pour effacer. Cette maison était le dernier vestige physique d'une vie qu'il ne voulait plus porter. Le millionnaire observa la façade vieillie, les planches tordues, le toit partiellement effondré par les années. Il se rappela qu'en ce même lieu avait été tout ce qu'il possédait. Là, il avait connu la faim, le froid et la peur, mais il avait aussi rencontré Vanessa, la femme qui avait donné un sens à chaque sacrifice. La même femme qui n'était plus là désormais. Depuis sa mort, le monde avait perdu ses couleurs. Les affaires continuaient de tourner, les chiffres continuaient de croître, mais son cœur s'était arrêté le jour des funérailles. La grande demeure en ville était vaste, silencieuse et vide. Trop vaste pour un homme seul. Trop silencieuse pour quelqu'un qui avait passé toute sa vie à entendre le rire de son épouse. Ce jour-là, Branco avait décidé que cette maison serait la dernière. La fin. Il avait pensé que s'il détruisait l'origine, la douleur disparaîtrait aussi. Mais il n'était pas seul. 3 petites silhouettes s'agitaient nerveusement devant lui. 2 garçons plus âgés et une fillette plus petite. Leurs vêtements étaient sales, rapiécés, trop fins pour le climat de la montagne. Les yeux des 2 garçons reflétaient la vigilance comme des animaux habitués à fuir. La fillette, elle, s'accrochait à la chemise du plus grand, tremblante. « S'il vous plaît, » répéta le garçon le plus grand, « nous n'avons nulle part ailleurs où aller. » Branco sentit quelque chose se briser en lui. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix grave, essayant de ne pas paraître autoritaire. « Moi, c'est Fabian » répondit le plus âgé, en faisant un pas en avant. « Lui, c'est José. Et elle, c'est Nati. On vit ici. »« Vous vivez ici ?» répéta Branco incrédule. « Cette maison est abandonnée depuis des décennies. » Fabian déglutit. « Elle l'était jusqu'à ce qu'on arrive. » Branco regarda autour de lui. Il remarqua alors des détails qu'il n'avait pas vus auparavant. Un sentier dégagé dans les broussailles, un petit potager improvisé à côté de la maison, des fleurs sauvages disposées avec soin. Ce n'était pas un abri de fortune pour une nuit. Quelqu'un s'était battu pour survivre là. « Où sont vos parents ?» demanda-t-il, bien qu'il devine déjà la réponse. José baissa la tête. Nati se cacha davantage. « On n'en a pas, » dit Fabian. « On vient d'un orphelinat. On s'est enfui. » Le vent souffla entre les arbres, emportant un silence gênant. « Pourquoi vous êtes-vous enfui ?» insista Branco. « Parce que là-bas, on n'était pas des enfants, » répondit José d'une voix éteinte. « On était du travail. » Branco ferma les yeux un instant. Il se rappela sa propre enfance, les mains crevassées de son père, l'épuisement éternel de sa mère. Il se rappela s'être juré de ne jamais laisser un enfant être traité comme un outil. « Cette maison est à moi, » dit-il enfin. Les 3 se raidirent. « Je sais, » répondit Fabian. « Si vous voulez nous chasser, on comprendra. Seulement, s'il vous plaît, laissez-nous partir ensemble. » Branco les observa. Si petits, si brisés, si vivants. Ce n'était pas la rencontre qu'il avait prévue. Son plan incluait le silence, le feu et l'oubli. Pas des enfants, pas des regards suppliants, pas de responsabilité. « Je ne vais pas vous chasser, dit-il finalement. Mais vous ne pouvez pas vivre seul ici. »« Alors, vous allez nous ramener là-bas » demanda Nati d'une voix tremblante. Branco sentit le coup droit au cœur. Il ne savait pas quoi répondre. Il savait qu'il devait dénoncer l'orphelinat, intervenir, rendre justice. Mais il savait aussi que le faire maintenant signifierait briser la fragile sensation de sécurité que ses enfants avaient construite. « Je reste cette nuit, dit-il soudain. On parlera demain. »
Fabian le regarda avec méfiance. « Ici ?»« Ici », acquiesça Branco. Cette nuit-là, le millionnaire dormit sur le sol froid de la maison qu'il avait autrefois voulu détruire. Il n'y avait ni drap fin, ni silence artificiel, ni murs impeccables. Seulement du bois vieux, du vent et des respirations douces. Mais quelque chose était différent. Au réveil, il ne sentit pas le poids habituel dans sa poitrine. Il sentit la faim, le froid, la douleur dans le dos, la vie. Nati lui sourit dès qu'il ouvrit les yeux. « Bonjour, grand-père !» Le mot le traversa comme un éclair. « Je ne suis pas ton grand-père, pensa-t-il dire. Je ne peux pas l'être. » Mais il ne le dit pas. « Bonjour !» répondit-il simplement. La journée se déroula entre fleurs, promenades et regards curieux. Branco observa comment les enfants cueillaient des bouquets pour les vendre au village, comment ils prenaient soin les uns des autres, comment ils partageaient le peu qu'ils avaient sans hésiter. Et sans s'en rendre compte, pour la première fois depuis la mort de Vanessa, Branco Gutiérrez cessa de penser à mourir. Le chemin vers le village fut plus long qu'il n'y paraissait depuis la montagne. Non pas à cause de la distance énorme, mais parce que chaque pas éveillait en Branco une sensation qu'il avait oubliée, l'effort partagé. Fabian marchait devant, attentif à chaque bruit de la forêt. José allait à ses côtés, portant le panier comme s'il s'agissait d'un trésor. Et Nati, petite et légère, sautillait sur les pierres et les racines, tenant la main de Branco avec une confiance qui lui semblait encore impossible. Lorsqu'ils arrivèrent sur la place, l'animation du marché les enveloppa d'odeurs de pain frais, de fruits mûrs et de café. Les enfants choisirent leur coin habituel, près d'un étal de légumes. Là, avec naturel, ils commencèrent à proposer leurs fleurs. « Bouquet frais, jolies fleurs !» chantonnait Nati avec un sourire timide. Branco observa en silence. Au début, beaucoup passaient sans regarder. D'autres regardaient à peine et continuaient leur chemin, comme si la pauvreté était quelque chose qui se transmet par le regard. Un homme pressa le pas en les voyant. Une femme changea de trottoir. Un vendeur fronça les sourcils et marmonna quelque chose de désagréable, mais personne ne dit rien quand Branco s'approcha. Peut-être à cause de sa stature, peut-être à cause de la fermeté de son regard, peut-être parce que même avec des vêtements tachés, il conservait une dignité qui imposait le respect. Pourtant, la réalité était dure. Ils vendirent peu. En milieu d'après-midi, ils s'assirent sur un bord de pierre. Fabian ouvrit la boîte où ils gardèrent les pièces et compta à voix basse, avec le sérieux d'un adulte. « Aujourd'hui, ça suffit pour du pain. Et un peu de lait, » dit-il, essayant de paraître optimiste. Nati regarda le ciel nuageux, puis regarda Branco. « Grand-père, tu es fatigué ?» Branco allait répondre que non, qu'il allait bien, que ça n'avait pas d'importance. Mais il se surprit à sentir que dire la vérité ne le rendait pas faible, mais humain. « Oui, petite, je suis fatigué, mais je suis avec vous. Ça change tout. » José sourit comme s'il avait entendu une promesse. « Demain ce sera mieux, dit-il. C'est toujours mieux quand on persévère. » La phrase, simple et ferme, lui rappela Vanessa. Elle aussi parlait ainsi comme si la vie était un terrain difficile, mais possible tant que le cœur ne se rendait pas. Branco acheta avec ses derniers billets un plat chaud pour les trois. Ce n'était pas un festin, mais l'éclat dans leurs yeux sembla illuminer toute la journée. Nati soufflait sur la nourriture avec précaution, comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. Fabian partageait son pain en morceaux égaux pour que personne n'en reçoive moins. José se proposa de porter l'eau, fier. Au retour vers la maison, le ciel devint gris et le vent se renforça. La montagne semblait plus sérieuse, plus froide. Mais à l'intérieur de la maison, avec le petit feu allumé et les histoires que Branco commença à raconter, le monde devint plus chaud. Il parla de son enfance sans mentionner les richesses. Il parla des fois où il avait eu peur et des fois où il avait cru ne pas s'en sortir, jusqu'à ce qu'une femme aux yeux brillants lui apprenne à regarder au-delà de la douleur. « Et elle était gentille ?» demanda Nati, en se calant sous la couverture.
C'était la meilleure personne que j'ai connue, répondit Branco, regardant le plafond comme s'il pouvait la voir parmi les étoiles. Elle m'a appris qu'on ne se sauve pas tout seul. Fabian et José écoutèrent avec un respect silencieux. Ils ne l'interrompirent pas une seule fois. Quand Branco eut fini, Fabian se leva et lui tendit la boîte de pièces. « Gardez-la, vous, dit-il. On vous fait confiance. » Branco prit la boîte comme si elle pesait plus que de l'or, pas pour sa valeur, mais pour ce qu'elle signifiait, la foi. Et la foi d'un enfant est la forme la plus pure de confiance qui existe. Le lendemain matin arriva humide et lourd. Le marché était plus animé, comme si le village savait que la pluie approchait. Les enfants installèrent leur petit étal, et Branco resta près d'eux, observant. C'est alors qu'il le vit. Un homme au visage dur, aux grandes mains et au regard impatient, avançait en regardant autour de lui comme quelqu'un qui cherche quelque chose de perdu, mais avec la certitude de le trouver. Fabian se figea, José recula d'un pas. Nati s'accrocha à la jambe de Branco. « C'est lui », murmura José. L'homme s'arrêta devant eux avec un sourire sans joie. « Alors c'est ici que vous étiez », dit-il d'une voix qui ne demandait pas la permission. « Quelle surprise !» Fabian se plaça devant Nati. « On ne reviendra pas, dit-il, tremblant mais ferme. » Branco sentit son sang se glacer. Il n'avait pas besoin de détails pour comprendre. Le regard de ses enfants disait tout. Cet homme représentait un passé qu'il ne voulait plus revivre. « Bonjour », intervint Branco en se plaçant devant. « Que désirez-vous » L'homme le toisa de haut en bas et rit avec mépris. « Et toi, t'es qui? Un protecteur ?» fit un pas, essayant de l'écarter. « Pousse-toi, vieux !» Branco ne bougea pas. Il ne haussa pas la voix. Il ne fit pas de scène. Il prit simplement son téléphone et composa calmement, comme quelqu'un qui a pris des décisions difficiles toute sa vie. « J'ai besoin d'une assistance juridique et d'une autorité locale sur la place principale, dit-il, tout de suite. » L'homme fronça les sourcils, mal à l'aise. « Qui appelles-tu » demanda-t-il, baissant un peu le ton. Branco le regarda avec un calme qui ne laissait aucune place au doute. « Les personnes qui peuvent vérifier qui vous êtes, d'où vous venez et pourquoi ces enfants ont peur de vous. » Le nom Branco Gutiérrez ne fut pas crié. Ce ne fut pas nécessaire. Il le prononça seulement quand l'avocat répondit de l'autre côté, et pourtant l'effet fut immédiat. Plusieurs personnes autour reconnurent le nom. La tension dans l'air changea. Comme si le village entier se rappelait soudain que cet homme âgé n'était pas n'importe qui. L'homme recula d'un pas. « Ça, ce n'est pas possible. » Branco s'accroupit près de Nati et lui arrangea les cheveux, sans quitter l'homme des yeux. « Tranquille, personne ne va t'obliger à partir avec quelqu'un qui te fait peur, » lui dit-il doucement. Quelques minutes plus tard, arrivèrent un représentant légal, quelques agents et une travailleuse sociale. Il n'y eut ni cris ni scène dangereuse. Seulement des questions, des documents et la ferme décision de Branco que tout soit fait correctement. L'homme tenta de justifier sa présence, mais l'autorité l'écarta pour enquête. La travailleuse sociale s'agenouilla devant les enfants et leur parla avec un calme qui ne les pressait pas. Fabian respira pour la première fois depuis longtemps, comme si l'air entrait complètement dans ses poumons. Pourtant, la tristesse ne disparut pas. Quand tout se calma, les trois enfants restèrent immobiles, comme si le monde les séparait à nouveau du seul endroit où ils se sentaient en sécurité. « Maintenant qu'ils savent qui vous êtes, » dit Fabian en regardant le sol, « vous n'avez plus besoin de notre maison. » José serra les lèvres. « Vous avez une grande vie. Nous, on est petits. » Nati, les yeux humides, s'accrocha à Branco. Branco sentit le coup avec force. Il comprit que sa richesse, pour eux, était un signe de départ. Et il sut qu'il devait décider vite, avant que la peur ne construise un mur définitif. C'est alors que ses enfants arrivèrent. 3 véhicules freinèrent près de la place. Esteban courut le premier, pâle, une lettre froissée à la main. Lucia venait derrière, les yeux rougis. Marcos respirait fort, comme s'il avait traversé le pays sans s'arrêter.
Papa, dit Lucia en l'enlaçant avec désespoir, ne disparais plus jamais comme ça. Esteban ne parla pas affaires, il ne parla pas d'agenda, il lui montra seulement la lettre. Tu nous as fait peur, dit-il, la voix brisée. On t'aime, on a besoin de toi. Branco ne se défendit pas, il ne chercha pas d'excuses. Il baissa simplement la tête. Pardonnez-moi, murmura-t-il. J'étais perdu. Puis il regarda les enfants, et ce regard changea tout. Ce sont eux qui m'ont retrouvé, dit-il. Ce sont eux qui m'ont pris soin quand je ne savais plus me prendre soin. Lucia s'accroupit à la hauteur de Nati et lui sourit avec tendresse. Esteban regarda Fabian et José avec une gratitude sincère, sans supériorité. Marcos respira profondément, comme s'il comprenait enfin ce que son père avait cherché, une raison de se réveiller. Branco inspira profondément. « Je veux qu'il fasse partie de notre famille, dit-il avec fermeté. Pas comme un geste momentané, pour toujours. » Les enfants restèrent silencieux, comme s'ils n'osaient pas y croire. Nati, elle, éclata en sanglots et enlaça le cou de Branco. « Vraiment ? Vraiment, répondit Branco. Et cette vieille maison ne sera pas démolie. Elle sera réparée. Elle sera un symbole que l'amour peut commencer là où personne ne regarde. » Esteban regarda ses frères et sœurs et acquiesça. « S'ils t'ont rendu la vie, alors ils sont aussi des nôtres, dit-il. » Lucia ouvrit les bras et enlaça les trois petits sans attendre de permission. Marcos se joignit à l'étreinte. Et en cet instant, le vide qui habitait la grande demeure de Branco commença à se remplir à nouveau, non de luxe, mais de rires imaginés, de pas courants et de fleurs dans les mains. Semaines plus tard, l'ancienne maison de la montagne n'était plus une ruine, mais une mémoire vivante. Branco y retournait souvent, désormais accompagné de rires, de pas pressés et d'histoires nouvelles écrites chaque jour. La grande demeure, autrefois silencieuse, se remplit de vie, et l'homme qui un jour avait voulu disparaître se mit à se réveiller avec un but. Il comprit que ce ne furent pas seulement les affaires qui construisirent son legs, mais les vies qu'il décida de protéger. Parce que parfois, celui qui semble avoir besoin d'aide est précisément celui qui nous sauve. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre soutien, partagez votre réflexion en commentaire et suivez nos prochaines histoires émouvantes.